Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence sur ce nouveau webinaire qu'on organise donc avec CyberWatch et sur lequel on va parler d'un sujet qui est le scan de sites web, les scans liés au référentiel de l'OWASP. Et donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce que l'on fait, à quoi ça sert et comment on peut travailler avec tout ça avec CyberWatch. Comme d'habitude, donc je suis accompagné d'Audrey, qui est présente ici dans le chat et à qui vous pouvez donc transmettre des questions. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à vos questions pendant le webinaire. On essaie vraiment d'y répondre en direct. Si jamais j'en oublie, pareil, comme d'habitude, pardonnez-moi, je les regarderai une dernière fois à la fin, histoire de ne pas du tout vous oublier. C'est juste que quand je parle, je ne peux pas forcément tout lire en même temps, mais on ne vous oublie pas, on relira forcément au moins à la fin. Donc, merci à nouveau pour votre présence. Et pour démarrer, donc, si jamais il y a certaines personnes parmi vous qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis Maxime Aléhédine, je suis un des cofondateurs de la société CyberWatch. Et CyberWatch, donc, c'est une filiale maintenant de Framatome depuis mai 2022. Et CyberWatch, ben, ça fait de la gestion des vulnérabilités. On va parler aujourd'hui donc de la partie liée au scan de site web, c'est-à-dire qu'en fait, CyberWatch, ça peut adresser pas mal de choses, ça peut scanner les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, tout ce qui est containerisation aussi Docker, mais également donc les sites web, les équipements industriels et les bibliothèques logicielles. Et en fait, aujourd'hui, on va vraiment donc s'intéresser à la partie scan de site web, scan d'URL, avec des choses comme tout ce qui est scan de configuration SSL TLS, scan OWASP, et on va regarder un petit peu de plus près ce qu'on entend par là. Donc, c'est une fonctionnalité qui est présente en fait depuis pas mal de temps dans CyberWatch. Et tous les clients ne s'en servent pas. C'est pour ça qu'on a voulu faire un petit webinaire sur le sujet, parce qu'on pense réellement que ça peut vous aider. Et en plus, c'est une fonctionnalité qui a subi pas mal d'évolutions sur les dernières années. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu à quoi ça sert, pourquoi il faut en faire, enfin pourquoi nous, on pense en tout cas qu'il faut en faire, et puis également les récentes évolutions qu'il y a eu sur le sujet. Alors, pourquoi faire un scan de site web? En fait, si jamais on met de côté les sites intranet, qui sont hébergés en général chez vous et accessibles que depuis votre réseau interne, les sites web, ils sont particulièrement exposés. C'est-à-dire qu'un site web, en général, il est fait pour être consulté par le grand public. Et la conséquence de tout ça, c'est que si jamais vous ne faites pas de scan de vulnérabilité sur les sites web que vous avez et qui sont exposés en ligne, en fait, il faut vraiment vous dire que d'autres le feront pour vous. Parfois, on a des clients qui vont nous dire, par exemple, oui, mais je préfère demander une autorisation à mon éditeur avant, par exemple, de lancer un scan, etc. En fait, il faut vous dire qu'il y a plein de gens qui font la même chose sans demander la moindre autorisation. Alors, c'est pas bien, ça respecte pas le cadre légal, mais la conséquence, c'est que quand ils font ça, ils vont peut-être trouver des vulnérabilités, vont peut-être trouver des problèmes sur vos sites internet. Et donc, il y a un vrai enjeu sur est-ce que vous pouvez les trouver au moins en même temps que les attaquants, et idéalement avant les attaquants. Donc, faire un scan de site web, vraiment dites-vous que si mais vous n'en faites pas, c'est que d'autres le font pour vous en réalité. Les attaques possibles qui sont sur un site internet, en fait, toutes sont référencées finalement dans le cadre d'un projet qui s'appelle l'OWASP. Vous en avez en général au moins entendu parler de nom. OWASP, c'est Open Web Application Security Project. Et ils ont créé en fait un super document, un super référentiel qui s'appelle le Web Security Testing Guide, le WSTG. Pour résumer, c'est une sorte de référentiel qui donne tous les éléments qui doivent être testés du point de vue sécurité web pour se dire qu'une application a été couverte correctement. Et il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 97 tests répartis dans 12 sections. Donc, on va trouver la catégorie Information Gathering Testing, c'est tout ce qui est, est-ce que je peux récupérer des informations? Donc, le cas classique là-dedans, c'est est-ce que, par exemple, je peux détecter la version du PHP qui est utilisée sur un site Internet juste en accédant au site Internet, par exemple? Ou est-ce que je peux détecter les technologies qui sont présentes? Le deuxième, c'est la partie sur les configurations. Donc, c'est est-ce que, par exemple, il y a des problèmes de configuration sur le site qui font que, par exemple, le mode développement est activé. En général, il y a beaucoup plus d'erreurs verbeuses qui apparaissent sur le site et c'est pas bien. Après, il y a tout ce qui est problème de gestion des identités, problème d'authentification, problème aussi de gestion des autorisations. Ça, typiquement, là-dedans, on va trouver ce qu'on appelle les Insecure Direct Object Reference, donc les IDOR en français. Qu'est-ce que c'est une IDOR? C'est je peux trouver par exemple une ressource qui va être en mon site web / ma ressource / 1 par exemple. Et si mais je fais /2 à la place de /1, j'accède à la ressource d'un autre utilisateur.
Cas concret, c'est, admettons que vous vous connectez par exemple sur le site d'un grand fournisseur d'énergie, et ben en fait, vous allez consulter votre facture, vous voyez que votre facture, elle est par exemple en F 2024 06 18-1, ben vous mettez -2 et vous allez peut-être tomber sur la facture d'un autre utilisateur. Ça, bah, typiquement, en fait, c'est des problèmes qui sont liés à tout ce qui est autorisation, parce que normalement, une bonne application web est censée faire des vérifications sur les accès, et parfois, bah, ça se passe moins bien. On a aussi tout ce qui est gestion des sessions. Ça, c'est par exemple, est-ce que la déconnexion, elle fonctionne bien sur un site internet. La partie Data Validation Testing, ça c'est une catégorie qui concentre énormément d'éléments. On le voit en fait, il y a 19 types d'attaques là-dedans. C'est là-dedans en fait qu'on va trouver toutes les injections du style injection XSS, où en fait on peut injecter du code JavaScript par exemple sur une application et ce code JavaScript va s'exécuter dans le navigateur des victimes. Ou alors injection SQL, ça c'est quand on attaque directement une base de données à partir d'une application web. Donc ça c'est une catégorie assez importante aussi sur le marché. Après, on a la gestion des erreurs. On a tout aussi ce qui est problème de cryptographie. Les problèmes de cryptographie en toute transparence, en général, on va vous dire, oui, c'est pas bien, vous utilisez TLS 1.0, TLS 1. Par exemple, il faudrait utiliser au moins le 1.2 ou le 1.3. En fait, la réalité, c'est que c'est plutôt des éléments de conformité. C'est-à-dire que si jamais vous utilisez, par exemple, TLS 1.0, ok, effectivement, en théorie, quelqu'un va pouvoir déchiffrer les communications. Mais l'énergie que ça demande, l'énergie informatique que ça demande pour déchiffrer les communications en question, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, ça ne vaut le coup que si jamais, par exemple, vous travaillez sur des dossiers top secrets. Et en fait, en pratique, les problèmes de cryptographie, on recommande surtout de les corriger. Parce que si vous les corrigez pas correctement, si vous ne mettez pas les bonnes configurations, ça vous donne des super mauvaises notes dans tout ce qui est outils de notation cyber. C'est-à-dire que les outils de cyber rating adorent vous pénaliser pour le point 9 de la liste, là, la partie cryptographie. Donc, il faut faire attention. Ensuite, on a la partie business logique. Ça, c'est typiquement des problèmes qui sont liés à des implémentations de process métiers. C'est, par exemple, en fait, si jamais, quand on démarre un paiement en ligne, si jamais on appuie sur la page précédente, ben en fait, est-ce que ça va valider le paiement alors que je suis pas allé jusqu'au bout du process de paiement? C'est des choses qui sont assez difficiles à détecter, sauf pour des humains. Et encore des bons humains. Après, il y a tout ce qui est client-side testing, c'est vérifier les problèmes qui peuvent se produire vraiment côté navigateur. Et enfin, la partie test des API. Alors, si vous voulez avoir la liste complète, franchement, autant consulter un super site internet qui est en fait le repos officiel du WSTG de l'OWASP. Et du coup, vous pouvez aller sur GitHub, je vous ai mis le lien ici, et vous l'aurez dans la présentation globale à la fin. L'OWASP, au-delà de cette liste assez longue, maintient en fait une liste des 10 risques les plus classiques dans les applications web, qu'ils appellent l'OWASP Top 10. Et en fait, c'est le top 10 donc, des menaces web, et c'est un top 10 qui est élaboré à partir de sondages et de données, qui récupèrent directement auprès de pas mal de fournisseurs de tests d'intrusion et également en fait, de fournisseurs de bug bounty. Ils l'actualisent régulièrement, la dernière version date de 2021, là. Et c'est un top 10 qui a des correspondances avec le WSTG. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, attention, le top 10, c'est pas un extrait du guide complet de l'OWASP, c'est pas un extrait du WSTG. Ils ont créé des nouvelles formes de familles, de problèmes qui sont classiques sur les sites internet. Et par exemple, on peut trouver effectivement des sortes de passerelles entre le top 10 de l'OWASP et le WSTG. Je vous ai mis les passerelles dans la liste ici. C'est pas utile que je vous en parle aujourd'hui comme ça. Vous pourrez les regarder. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la suite de cette présentation. C'est que l'OWASP Top 10, en fait, il est beaucoup plus connu que le WSTG. Mais en pratique, quand quelqu'un vous dit « Moi, je veux faire un scan OWASP Top 10 ou alors je veux faire un test d'intrusion avec l'OWASP Top 10 », en fait, la réalité de la demande, souvent, c'est « Je veux faire un scan qui prend tout le WSTG ». C'est juste que l'OWASP Top 10 est tellement connu que beaucoup de personnes font l'amalgame entre le Top 10 OWASP et tout le WSTG. Et donc, il faut faire attention parce que quand vous dites, donc quand quelqu'un plutôt vous dit, je veux faire un scan OWASP Top 10, en fait, c'est rarement je veux me concentrer sur les 10 problèmes les pires de l'OWASP, je veux me concentrer en réalité sur tout. Et je veux éventuellement, par exemple, mettre une attention plus forte sur les éléments qui sont notés comme étant les plus graves au sein de l'OWASP, et ça c'est normal. Mais il faut vraiment se dire que c'est pas restreint au top 10 de l'OWASP et qu'il y a souvent donc une vraie confusion entre les deux.
Donc, si jamais vous faites des analyses plus proches sur le sujet, il y a même de fortes chances que quand vous avez, par exemple, demandé à certains de vos fournisseurs de faire une analyse top 10 OWASP, que vous trouviez des mentions WSTG. Et en fait, c'est normal, c'est parce que la partie WSTG, c'est vraiment le référentiel le plus connu de l'OWASP, le plus complet, le plus exhaustif. Et en fait, tout ce qu'il y a dans le top 10 de l'OWASP, on peut le mettre aussi avec le WSTG. Donc, attention au terme, le top 10 de l'OWASP, c'est souvent quelque chose d'un peu restrictif. Et le Web Security Testing Guide, c'est vraiment le guide de référence qu'il faut utiliser pour faire des analyses de sites web. Alors, maintenant, justement, on a parlé donc de scan sur les sites web, mais en fait, il n'y a pas que ça. En général, quand on fait des analyses, des audits de sécurité sur les sites web, il y a plusieurs techniques. Il y a les scans de vulnérabilité, il y a les tests d'intrusion, il y a le bug bounty. C'est les trois grandes familles d'audits qu'on peut faire sur un site web. Et donc, les scans de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est une approche totalement automatisée qui peut être réalisé pendant tout le cycle de vie d'un projet web. Donc, ça peut être fait pendant la phase de développement, pendant la phase de conception, et puis même une fois que c'est mis en production. Et l'objectif, c'est de détecter les attaques qui sont détectables par une machine. Typiquement, les attaques de style injection SQL, injection XSS, les problèmes de configuration SSL-TLS, les CVE associés à des versions de produits qui sont utilisés, etc. Ça coûte pas cher, c'est très pratique et on peut en lancer plein. On peut les lancer même en continu. Il y a un deuxième type d'audit qu'on peut faire sur un site web. Il y a les tests d'intrusion, où ça, en général, c'est réalisé plus ponctuellement parce que ça coûte un peu plus cher. On va payer des consultants, par exemple, pour réaliser une attaque en simulation réelle sur un site Internet. Et en fait, ça embarque forcément au moins des éléments de scan de vulnérabilité. Autrement dit, en fait, tout consultant qui fait du test d'intrusion utilise aussi des éléments de scan de vulnérabilité, mais pas que. Il y a beaucoup plus de choses dedans, en tout cas pour les bons consultants. Et en fait, ces consultants-là, normalement, ils vont notamment se rendre compte de certains problèmes de logique métier beaucoup plus facilement que pour une machine. Je vais vous donner un cas concret, c'est le fait qu'un utilisateur A accède non seulement à ses factures, par exemple, mais aussi aux factures d'un utilisateur B. Une machine va avoir beaucoup de mal à se rendre compte de ça parce qu'une machine va avoir du mal à se rendre compte qu'elle change de contexte. Elle ne va pas se rendre compte, par exemple, qu'une adresse postale est lié à un autre compte utilisateur. Et ben, ça, un humain s'en rend compte beaucoup plus facilement. Et c'est l'intelligence humaine qui encore surpasse la machine pour le moment. On va voir ce que ça va donner sur les prochaines années. Mais la conséquence de ça, c'est qu'un test d'intrusion est vraiment pratique pour détecter tout ce qui est donc les fameuses IDOR dont je parlais juste avant. C'est-à-dire que c'est très pratique pour détecter j'arrive à accéder aux données d'un autre utilisateur. Tout ce qui est lié à de la logique métier, tout ce qui est lié à je change de contexte. Et puis, dernier point, on peut aussi faire ce qu'on appelle du bug bounty, où là, en fait, la recommandation, c'est d'en faire que si jamais vous avez déjà fait pas mal de tests d'intrusion qui reviennent verts. Et en fait, ça consiste à dire, j'autorise toute une communauté ou le monde entier, parfois, à attaquer mon site Internet selon certaines règles et à me déclarer des failles dans un processus que je valide et je paye à la faille trouvée. Pourquoi il faut mieux le faire une fois que les tests d'intrusion reviennent verts? C'est parce que si jamais vous avez déjà fait plusieurs scan de vulnérabilité et test d'intrusion et que tout revient vert, en fait, dans ce cas-là, votre bug bounty ne vous coûtera pas trop cher. Il risque de faire remonter des choses, mais à la marge. Alors que si jamais, par contre, vous n'avez jamais fait de test d'intrusion, par exemple, et que vous lancez tout de suite un bug bounty, vous allez avoir tellement de rouges qui vont revenir et tellement de pirates à dédommager que ça va vous coûter une fortune, beaucoup plus que si vous aviez fait un test d'intrusion. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le bug bounty, en général, ça vient quand vous avez atteint un certain niveau de maturité en matière de sécurité informatique sur vos sites web. Les scans de vulnérabilité qu'on peut faire, c'est le sujet qui va nous intéresser avec CyberWatch, parce que CyberWatch fait du scan de vulnérabilité. En fait, on peut décomposer les scans sur plusieurs couches. On peut faire un scan de vulnérabilité sur l'hébergement. L'idée, c'est qu'on va analyser le socle système, les paquets, par exemple, qui sont présents dessus. On va en déduire notamment des vulnérabilités selon le référentiel des CVE. Et ça, CyberWatch sait le faire. On peut aussi faire du scan qu'on appelle du scan SCA. En fait, ça se trouve, dans CyberWatch, vous l'avez déjà d'activer, mais vous vous en rendez pas compte. C'est les scans des bibliothèques tierces. C'est tout ce qui est, par exemple, module PIP, module GEM, module NPM, tout ce qui est vraiment lié au développement d'applications tierces, au développement en fait d'applications à partir de bibliothèques tierces plutôt. Et en fait, ça vous produit aussi des CVE. Et ça, CyberWatch, en fait, le fait par défaut. En fait, dans CyberWatch, je vous montrerai après, mais ça apparaît en vous disant
Cette technologie-là, c'est un paquet DEB, par exemple, pour tout ce qui est hébergement. Cette technologie-là, c'est un paquet GEM, et ça, on va vous l'indiquer donc aussi différemment. Et donc, c'est deux couches différentes dans le périmètre de ce qui est utilisé en général pour une application web. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle du Dynamic Application Security Testing, du DAST. Et là, c'est on a une application web qui est déployée, qui est exécutée, qui génère vraiment donc, des pages HTML et qui peut être consultée. Et le point d'entrée sur une application comme ça, c'est son URL, avec ou sans identifiant. Et là, en fait, par exemple, quand on fait un scan de vulnérabilité là-dessus, ça va produire des CVE en fonction des technologies qui sont utilisées par cette application, mais également, en fait, les éléments référencés sur la nomenclature OWASP, c'est-à-dire que vous allez retrouver, par exemple, injection XSS, injection SQL sur la base du WSTG. Donc, c'est pas que des CVE que ça produit. Et CyberWatch sait aussi détecter tous ces éléments-là. Donc CyberWatch couvre la partie hébergement, la partie SCA, la partie liée aux bibliothèques tierces, mais également la partie DAST. Il y a un autre type de scan qui s'appelle le SAST. C'est le Static Application Security Testing. En fait, l'idée, c'est d'analyser le code source de votre application. Il y a plein d'outils, même gratuits, qui le font. C'est pour ça que CyberWatch ne le fait pas, d'ailleurs, ce type de scan-là. Parce qu'en fait, il y a plein d'outils gratuits qui le font et qui le font très bien. C'est vraiment l'analyse statique de code que vous pouvez même embarquer dans votre process de développement, de sorte à dire tout développeur qui modifie une ligne de code doit faire analyser son code avant d'envoyer un commit, par exemple, sur ma forge logicielle. Ça va vous produire à la fin des lignes vulnérables avec en fait des liens vers des catégories de vulnérabilité, c'est ce qu'on appelle les CWE. Moi, j'ai parlé dans d'autres webinars, ou alors en fait des références aussi WSTG. Donc, pour résumer, en fait, les approches de scan de vulnérabilité pour un site web, il y a la partie où on analyse l'hébergement, on peut analyser aussi la partie bibliothèque tierce, on peut analyser la partie application exécutée avec du DAST, ou le code source avec la partie SAST, SAST. Et CyberWatch agit sur la partie hébergement, la partie composition bibliothèque tierce, et également la partie DAST, mais par contre, on ne fait pas de SAST, on ne fait pas d'analyse du code source. Alors, je vois qu'il y a peut-être déjà une première question, donc j'attends. Ah non, pas de questions. Mais en tout cas, si jamais vous avez des questions sur le sujet, il n'y a pas de souci. La partie SAST, donc comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'outils gratuits et en fait open source et tout qui existent. On pourra aussi vous en recommander si vous le souhaitez. Alors, comment fonctionne le scan de site web de CyberWatch? En fait, il repose sur un outil qui est assez reconnu sur le marché qui s'appelle Wapiti. C'est un projet open source à la base qui a été créé par un Français qui s'appelle Nicolas Suriba en 2006. Donc, c'est un projet qui est quand même assez ancien aussi. Il se trouve qu'on maintient Wapiti depuis 2020 et que du coup, on a fait plein de contributions dessus qui sont aussi en open source parce que CyberWatch fait aussi beaucoup d'open source. Et donc, dans le cadre des projets open source qu'on fait, eh bien, il y a Wapiti qui aussi occupe une partie assez importante de notre temps. C'est disponible sur l'URL que je vous ai également affiché à l'écran. Et quand je dis que c'est un produit qui est quand même plutôt reconnu maintenant, c'est que ça a été le premier scanner gratuit à être capable de détecter correctement Log4Shell au niveau mondial. Et résultat, ça a aidé un petit peu à percer au niveau du projet. Donc, on était assez content d'avoir fait ça. Mais également, en fait, il est embarqué de base dans Kali Linux, qui est une distribution utilisée en général pour les pentesters. Et vous pouvez même le voir, en fait, même il y a un petit fond d'écran assez sympa sur Kali Linux dans lequel ils ont même choisi de mettre les consoles de Wapiti. On peut le voir sur la zone droite de la console. Et donc, tout ça pour vous dire que, en fait, Wapiti, c'est vraiment un module qui est connu, reconnu, qui est embarqué par CyberWatch, qu'on maintient donc au niveau de CyberWatch et que vous pouvez même utiliser de votre côté si vous le souhaitez pour faire des petits tests comme ça. Donc il y a vraiment des gens qui s'en servent de Wapiti même pour faire des audits et tout par exemple. Comment ça fonctionne pour faire un scan de site web avec CyberWatch? Donc pour faire les scans sur la partie hébergement, sur la partie composition en termes de bibliothèque tierce, il faut vraiment vous dire que c'est le scan classique que vous pouvez faire en mode soit en déployant un agent sur votre cible, soit en donnant des accès avec du SSH, du WinRM, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les scans authentifiés qui font déjà ça. Et donc ça, c'est la couche du bas. Ici, en fait, vraiment, tout ce qui est hébergement et SCA, on le fait nativement pour les clients et depuis des années. Et par contre, pour la partie DAST, pour la partie je tape sur une application web, on a besoin d'un scan un peu particulier qui est le scan de type cible réseau et site web. Vous pouvez alors saisir une URL, un FQDN, une IP, donc en gros, un élément qui permet de rentrer sur une application. Vous saisissez ça dans CyberWatch et CyberWatch va aller taper dessus. Comment ça se passe très concrètement?
En fait, si jamais par exemple vous avez un serveur qui héberge plusieurs applications, et ben en fait vous allez pouvoir scanner le serveur avec un agent dessus, par exemple. On va dans ce cas-là regarder tous les paquets du serveur plus les paquets liés aux bibliothèques tierces, donc de vos applications, par exemple Ruby, Python, PHP, etc. Et en plus de ça, si jamais donc vous avez 3 sites web qui sont hébergés sur ce même serveur, et bien en fait il va falloir lancer 3 scans, par contre en plus 3 scans de type cible réseau et site web qui vont aller taper sur les différents virtual hosts de votre machine. Parce que ça va nous permettre de dire, je vais aller taper sur siteruby.mondomaine.com, sur sitepython.mondomaine.com ou alors sur sitephp.mondomaine.com par exemple. Et donc, tout ça, ça va faire 4 cibles enregistrées dans CyberWatch. Il faut faire attention à ça parce que, en fait, une application va pas avoir le même comportement, plutôt une IP va pas avoir le même comportement en fonction du virtual host avec lequel on va taper sur l'IP en question. Au niveau de la méthode de scan derrière, ce qui se passe, c'est que CyberWatch va d'abord explorer tout le site web qui est ainsi obtenu par l'URL que vous avez fourni. Et puis, si vous avez donné des identifiants, on va essayer de se connecter avec également. Et puis, derrière, pour chaque page explorée, on va regarder les points qui sont injectables dessus et on va lancer des tests de type injection XSS, injection SQL, etc., etc., etc. Ah, effectivement, Philippe, merci. Effectivement, j'ai inversé les flèches. J'ai écrit site Ruby pour aller sur PHP au lieu de site PHP pour aller sur Ruby. Je reverserai sur la présentation avant de vous l'envoyer. Merci pour la remarque, effectivement. Alors, maintenant, plutôt que de juste laisser en fait les éléments comme ça, je vais plutôt vous montrer une petite démonstration sur le sujet. C'est quand même plus sympa. Alors, je vais lancer le partage d'écran. Hop. Voilà, donc je pense que vous voyez bien mon écran. Donc, c'est la plateforme CyberWatch en fait, dans les mêmes conditions que celles dont vous disposez aujourd'hui. Donc, pour lancer un scan de site web, je peux aller dans la partie gestion des actifs, cible réseau et site web. Là-dedans, je peux cliquer sur ajouter. Et en fait, ici, je vais pouvoir taper mon URL. Et donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, le site php.mondomaine.com, par exemple, si je le souhaite. Je peux ensuite choisir la portée du scan. Ça, c'est très important parce que quand on fait un scan d'un site Internet, on parcourt les URL du site Internet. Ce qui se passe, c'est que vous devez nous dire quels sont les éléments sur lesquels on s'arrête, quels sont les éléments sur lesquels on fait un scan. C'est important parce que si je vous donne un exemple concret, si vous faites un scan sur votre site vitrine, il y a de fortes chances que vous ayez des liens vers des réseaux sociaux style Facebook, Instagram, etc. Or, je doute que vous souhaitiez qu'on aille scanner Instagram, Facebook depuis votre site Internet. Ça sert à rien, ils font déjà leurs propres analyses de leur côté. Du coup, c'est important de nous dire quels sont les éléments qui vont nous permettre de reconnaître une URL qu'on a le droit de scanner versus une URL sur laquelle on ne doit rien faire. Il y a pas mal d'options qu'on vous propose. En fait, par défaut, on va prendre le début de l'URL. C'est-à-dire que, par exemple, si vous scannez une URL en site php.mondomaine.com/fr et vous laissez la configuration par défaut, eh bien, on ne va scanner que les URL qui démarrent exactement par site php.mondomaine.com/fr. Vous pouvez modifier ça. Vous pouvez dire, par exemple, je vais prendre la partie domaine. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire tout ce qui est en site php.mondomaine.com. Et ben en fait, je vais avoir le droit de taper dessus. Et donc, vous avez le droit, en fait, vous pouvez comme ça dire tout ce qui est lié à mon domaine principal ou même à un sous-domaine. Il y a ce réglage-là aussi. Vous pouvez dire, eh ben, je vais explorer tout ce qui est lié à ce domaine-là. Et en fait, la suite, là, le /fr et tout ce qui vient après, je m'en moque pour déterminer si j'ai le droit ou pas. Vous pouvez aussi dire, j'ai le droit d'aller sur des sites qui ne m'appartiennent pas. Et dans ce cas-là, c'est le réglage qu'on appelle Punk. En fait, c'est des options qui sont liées à Wapiti. Et du coup, on les a remises aussi dans CyberWatch. Et ça vous permet de dire, en fait, là, j'explore tout et je scannerai tout. Si jamais donc vous faites un scan, en fait, ma recommandation là-dessus, c'est de laisser le scan par défaut quand vous démarrez. Par contre, si jamais vous voulez faire un scan peut-être un peu plus poussé, c'est bien de le mettre en mode domaine parce que ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin en termes de couverture et d'être sûr que vous n'avez rien raté qui pourrait être quand même dans le périmètre de votre site internet. C'est-à-dire que c'est le réglage qui donne un bon rapport en termes de sécurité pour être sûr de je vais pas aller ailleurs, c'est domaine. C'est par défaut. Pardon. Et c'est pour ça qu'on l'a mis par défaut d'ailleurs. Par contre, si vous voulez avoir un réglage qui vous permet de couvrir un peu plus de choses et donc d'être sûr de rien avoir raté,
quitte à scanner d'autres sites internet que vous possédez, c'est domaine, mais c'est vraiment celui que je vous recommande. Vous pouvez également dire à CyberWatch que vous voulez faire de l'authentification. Donc, par défaut, en fait, on fait nos tests en ce qu'on appelle de la boîte noire, c'est-à-dire on tape sur les sites web sans être authentifié. Mais vous pouvez aussi dire, en fait, je veux faire un scan authentifié avec plusieurs types d'authentification, soit du Basic Auth, par exemple, soit avec du Digest, soit avec du NTLM, soit le mode d'authentification que vous connaissez certainement le mieux, celui, en fait, il y a un formulaire à remplir. Comment ça se passe? C'est avec la partie poste. En fait, vous devez avoir configuré des identifiants. Et vous devez fournir la page avec le formulaire de connexion. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que CyberWatch va aller taper sur cette URL de connexion avant d'aller taper sur le site internet. Et donc l'idée, c'est qu'on va d'abord se connecter, récupérer une session valide, puis après on va utiliser cette session-là pour aller explorer le site internet. La conclusion, c'est que quand on utilise le mode connecté, on doit avoir normalement plus de pages que quand on n'est pas connecté. Et après, du coup, ça nous donne une plus grande surface d'attaque possible. Et sur cette surface d'attaque qui est plus grande, on va faire tous nos tests de type injection SQL, XSS, etc. Petite nouveauté pour information. Vous avez peut-être vu qu'il y a un champ que j'ai pas encore commenté dans la liste, là. C'est la partie URL du Swagger. C'est pour vous dire que si jamais vous avez même des API documentées avec du Swagger, CyberWatch est même capable, en fait, de faire des analyses là-dessus et de l'ajouter à la surface qu'on s'autorisera à explorer et à attaquer. C'est une évolution assez récente et qui plaît bien également. Alors, pour information, un scan de site web, ça peut durer un peu de temps. Comme c'est vraiment une approche de ce qu'on appelle heuristique, c'est-à-dire qu'on fait vraiment plein de tests. En fait, c'est comme si on prenait une boîte, on la secoue, et puis on écoute ce qui se passe à l'intérieur, et c'est ce qui nous permet de déduire s'il y a des problèmes ou pas. Le problème, c'est que ça, c'est des tests qui sont beaucoup plus lents à réaliser que les tests auxquels CyberWatch vous habitue peut-être. C'est-à-dire que quand on fait des scans, par exemple, avec agent ou en mode sans agent, mais en mode authentifié, c'est-à-dire quand on fait nos scans, par exemple, sur le système, c'est des scans extrêmement rapides, c'est en général juste 1 à 5 minutes. Là, les scans de site web peuvent durer facilement 30 minutes, 1 heure. Pour vous épargner de devoir attendre pendant 30 minutes à 1 heure pendant ce webinaire, en fait, j'ai déjà lancé des scans hier et ce matin, et je vais vous montrer les résultats. Et donc, j'ai lancé des scans sur un site de démonstration qui s'appelle testphp.vulnweb.com. Donc, c'est un site de démonstration. Il y a plusieurs petites applications comme ça en ligne qui permettent de faire des tests. Ce que j'ai fait exprès aussi, c'est que je vous ai scanné le même site en mode boîte noire, donc sans identifiant, et aussi en mode boîte grise avec des identifiants pour vous montrer un petit peu la différence. Là, on voit ici que ça, c'est la partie boîte noire. On voit ici, il y a une section qui vous indique le nombre de pages explorées. On voit qu'il y en a 75. Si jamais je vais dans la version boîte grise, on voit qu'il y en a eu 86, et du coup même qu'il en avait trouvé une de plus, parce que ça c'est l'approche heuristique, on peut avoir des résultats très légèrement différents en fonction du moment où on le lance. Et en tout cas, on voit que ça a exploré davantage de pages quand c'était en mode connecté. C'est vraiment le plus important, c'est de voir qu'on a une surface plus grande en mode connecté qu'en mode déconnecté. Je reviens sur la partie scan en mode boîte noire. Vous avez des technologies qui ont été identifiées, avec des versions par exemple pour le Nginx, des versions pour le PHP et tout. Et du coup, ça, on va y associer des vulnérabilités de la base CVE sur la base des versions détectées. Point important là-dessus, c'est qu'il faut faire attention parce que ici, en fait, le problème que vous pouvez avoir sur ça, c'est que comme c'est du point de vue externe, en fait, on ne voit pas forcément les informations de micro-patch. Si jamais je vous donne, par exemple, l'information plus précise, c'est ici, par exemple, on ne sait pas si c'est du Nginx 1.19.0 Ubuntu quelque chose ou par exemple Deb 11.5, et du coup, en fait, ça veut dire qu'on peut vous indiquer un peu trop de vulnérabilité, mais pas de panique. Si vous souhaitez avoir un résultat plus fiable sur la partie CVE, en fait, faites simplement le scan avec l'agent CyberWatch ou via SSH ou WinRM, et là, on vous donnera des informations ultra précises. L'objectif du scan de cible réseau et de site web, c'est vraiment de vous donner le point de vue tel que l'aurait un attaquant. Et du coup, un attaquant, il n'aura pas plus d'informations que nous. Et du coup, il se dira, OK, a priori, c'est du Nginx 1.19.0. Quels sont les CVE? Maintenant, je sais celle que je vais tenter. Hop. Alors, je vois qu'il y a une question de la part de Clément. Donc, bonjour Clément. Donc, la question, c'est est-ce que la version des fichiers Swagger OS 3.0 seront supportés prochainement? Donc, ça, c'est un format par rapport... Hop.
Ça, c'est le format de la partie Swagger. Donc, Clément, est-ce que tu as testé la partie Swagger ici? Est-ce que en fait, tu avais fait des tests là-dessus, ou justement, en fait, c'est que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Tu veux voir si jamais en fait, on fait une évolution là-dessus? Hop. Alors, Clément est en train de nous répondre. Donc, pour information, Swagger et OS, donc en fait, pour résumer, c'est à peu près la même chose, Swagger et OS. En fait, pour résumer, c'est des manières de décrire des API selon un certain standard. Donc, de mémoire OS, je crois que c'est OpenAPI standard. En fait, le concept, ça permet de décrire des API. D'ailleurs, en fait, vous avez même un Swagger embarqué dans CyberWatch, hein, si jamais vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, hop. En fait, alors, je vais vous partager le tout. Voilà, en fait, là, par exemple, c'est un fichier Swagger qui vous permet donc de voir les API et leur documentation. Donc, pour résumer, en fait, ça décrit une API, tout simplement, un fichier du Swagger ou un fichier OS. Ah, ok, je comprends. En fait, il y a besoin. Ouais, en fait, c'est qu'il y a les routes de l'API et pas la partie URL. Bah, je vois avec l'équipe R&D, Clément, et puis on reviendra vers toi. Je me le note. Hop. Donc, pour résumer, donc, on peut aussi importer des éléments d'API comme ça, et puis après, donc, on explore le tout. Et à la fin, donc, ça vous fait déjà un aperçu des technologies utilisées sur le site internet, avec les vulnérabilités associées, avec les recommandations comme d'habitude, comme si c'était finalement un serveur et tout. Par contre, il y a une autre section qui est très importante pour les scans de sites web. Il y a ce qu'on appelle les défauts de sécurité. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un défaut de sécurité dans CyberWatch? C'est tout ce qui n'est pas lié à des CVE. Si vous vous souvenez par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, quand on fait un scan de site web en mode DAST, on a certes des CV, mais pas que. On a également des éléments issus du référentiel WSTG. Et bien ça tombe bien parce qu'en fait, on les indique dans ce cas-là dans la section défauts de sécurité. Là, par exemple, on peut voir que CyberWatch a identifié des injections SQL, qu'il y a aussi un problème de redirection HTTPS qui n'est pas configuré, qu'il y a des problèmes de CSRF, qu'il y a également du PHP obsolète qui est utilisé, et également qu'on a donc des reflected cross-site scripting. Donc ça, c'est des injections XSS dites réfléchies. Et à chaque fois, en fait, vous pouvez cliquer sur la petite loupe pour voir ce qui a été fait, pour voir l'URL exact, pour voir les réponses et tout. Donc vous avez toutes les informations. Et si jamais je vous mets un petit exemple, voilà. Là, par exemple, on voit la requête curl, et en fait, si jamais je veux valider le tout, je peux directement prendre ma requête curl ici, je copie, et on voit bien ici que ça a exécuté du code JavaScript, et que du coup, c'est bel et bien une véritable injection XSS qui a été trouvée par CyberWatch. Donc ça vous donne en fait les requêtes qui sont générées, ça vous permet comme ça de vérifier le tout. Et donc, réellement, ça vous permet d'avoir les approches complètes de votre scan avec également les résultats du WSTG selon le référentiel donc de l'OWASP. Vous avez également tout ce qui est en tête HTTP qui est relevé. Donc, par exemple, on va vous dire, vous n'avez pas les Content Security Policy, les Extreme Options, etc. Et surtout, c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on fait aussi du brute force par rapport à des identifiants? La réponse est oui. En fait, d'ailleurs, on voit ici Credentials Found. Et en fait, si je clique ici, on voit que ça a trouvé le compte utilisateur test et test. Et en fait, il se trouve que c'est une application de démonstration. Donc, c'est normal qu'elle ait des problèmes. Mais effectivement, test fait partie des logins mots de passe qui sont autorisés sur cette application-là. Et donc, c'est pour vous dire que oui, CyberWatch fait également du brute force. Donc, vous avez les éléments comme ceci. Et si jamais on va dans la partie en mode boîte grise, et ben en fait, on voit qu'on a un peu plus de défauts de sécurité, tout simplement parce que comme il y a eu plus de pages accessible, on a pu faire plus de tests encore, on a pu trouver d'autres choses encore sur l'application, y compris au niveau des cookies. Et donc, on vous donne tous ces résultats-là en plus. Donc, tout ça pour vous dire que quand on fait une analyse sur un site web en mode DAS, comme ça, comme je l'ai fait, en fait, on peut dire soit je fais de la boîte noire, soit je fais de la boîte grise, et on va vraiment venir, entre guillemets, brutaliser, gentiment quand même, je vous rassure, le site internet qui est ciblé, et vous indiquer tout ce qui a été trouvé. Alors, point important justement par rapport à la notion de brutalisation du site internet, c'est autant que vous pouvez faire un test en boîte noire sur n'importe quel site internet, parce que de toute manière, si jamais vous ne le faites pas vous, croyez-moi qu'il y a des attaquants qui le font sans même vous en parler. Autant pour la partie
Scan de vulnérabilité en boîte grise, donc avec des identifiants. Moi, je vous recommande quand même de plutôt le faire sur de la pré-production ou sur de la qualif, parce que quand on est connecté, on va vraiment aller cliquer sur tous les boutons et tout et faire des injections un petit peu partout. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais vous nous donnez par erreur un compte, par exemple, administrateur de votre application, un compte d'administrateur global de votre application, bah effectivement, il pourrait y avoir des modifications sur vos pages web, il pourrait y avoir des modifications des données. Mais c'est normal, en fait, le rôle de CyberWatch, c'est de venir explorer sur la base de ce qu'on peut faire et de venir faire des tentatives d'injection. Donc, si vous nous donnez par erreur un compte qui a tous les droits, on va modifier plein de choses. Et c'est quand même plus confortable dans ce cas-là de se dire que vous prenez moins de risques et de le lancer sur la pré-prod ou la qualif pour la partie boîte grise. Donc, ma recommandation, c'est pour les tests en boîte noire, vous pouvez le faire n'importe où, même sur votre production. Pour la partie plus en mode test authentifié, faites-le sur la partie pré-prod ou qualif, ça vous évitera bien des surprises. Petit point supplémentaire, c'est que tout ça, donc on peut le lancer soit sur la base de saisie manuelle, soit sur la base maintenant de scans de découverte que vous connaissez peut-être déjà. En fait, par exemple, je peux dire, je lance un scan de type Certificate Transparency pour aller chercher, par exemple, un site, par exemple, si je fais France.fr, par exemple. Donc là, ça va aller chercher tous les sous-domaines liés à France.fr, par exemple, et qui ont laissé des traces dans les certificats, dans des certificats qui ont été publiés publiquement. Et ben, vous avez la liste ici avec tous les éléments, donc on voit 2019, 2020, 2021 pour France.fr. Et donc là, pareil, vous pouvez dire, je prends ces trois domaines-là et je lance un scan de site web dessus. Ou alors, en fait, vous pouvez même aller un petit peu plus loin dans l'approche industrielle. En fait, vous pouvez dire, à chaque fois que, en fait, je vais lancer un scan tous les jours de type site, de type scan Certificate Transparency. Donc, je vais chercher les nouveaux sous-domaines comme ça tous les jours. Et vous pouvez dire, tout nouveau sous-domaine comme ça que j'identifie, je lance un scan de type cible réseau et site web dessus. C'est-à-dire que ça vous permet en fait de détecter votre surface d'exposition et également derrière de lancer des scans dessus. Donc ça marche très bien, c'est super pratique et ça vous permet de vous dire que votre surface d'exposition, elle est couverte par CyberWatch et en plus elle l'est automatiquement. Si jamais vous avez suivi le dernier webinaire qu'on a fait, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez même faire une petite alerte pour remonter tout par mail. C'est-à-dire que CyberWatch peut vous dire, OK, j'ai découvert tel actif, je vous ai envoyé une alerte, et en plus de ça, j'ai lancé un scan dessus. Et après, ça va vous donner les résultats. Vous pouvez même faire des alertes comme ça sur l'expiration des certificats HTTPS de vos sites internet. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une couverture complète liée au scan de site web. Donc, si jamais je résume, en fait, si jamais je résume, CyberWatch est capable donc de faire du scan de vulnérabilité classiquement sur les équipements et tout que vous utilisez déjà, donc vos serveurs, vos postes de travail, vos équipements réseau et tout, mais même les sites internet, on peut le faire sur la base même de Dynamic Application Security Testing, donc du DAS, c'est-à-dire qu'on fait un vrai scan OWASP, et pas seulement OWASP Top 10, c'est vraiment tout le référentiel OWASP comme ça qu'on peut couvrir. Et derrière, donc, on vous donne les résultats avec à la fois les CVE, mais les éléments aussi du WSTG, donc le Web Security Testing Guide. Et pour voir les résultats de la partie WSTG, pensez bien à aller dans l'onglet défauts de sécurité, où vous retrouverez les résultats qui sont hors CVE, donc typiquement les injections XSS, les injections SQL, etc. Dans les évolutions récentes dont je vous en ai parlé, il y a le fait que maintenant on peut lancer des scans de sites web automatiquement dès qu'un actif est découvert. Et donc ça vous permet de faire de l'EASM, typiquement, puisque c'est un peu le mot aussi à la mode. Donc on peut faire de l'External Attack Surface Management. Donc vous pouvez demander à CyberWatch de découvrir votre surface d'attaque et de la scanner automatiquement dès qu'il y a un nouvel actif. On peut même s'en servir dans ce cas-là pour faire de la veille sur vos certificats. Est-ce que vous avez des certificats HTTPS par exemple qui ont expiré? Et on peut également faire du scan d'API Swagger. Et par rapport à la question donc, de Clément Fidèle sur le Swagger version 3.0, je vais remonter ça à l'équipe R&D pour valider si jamais on peut rajouter ça également. Pour conclure, juste un petit point quand même d'attention sur les scans de sites web, c'est si jamais vous voulez vraiment faire du scan de site web poussé, faites bien attention à ce que votre CyberWatch n'ait pas de filtrage lors de ses requêtes réseau. C'est-à-dire que si jamais vous avez déployé CyberWatch dans votre système d'information à vous,
que vous souhaitez scanner un site internet qui est hors de votre système d'information, par exemple, qui est chez un fournisseur cloud classique, bah en fait, faites bien attention à ce que CyberWatch puisse aller accéder à ce site internet sans avoir de problème de proxy ou autre chose, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que votre proxy donc va faire son métier, va nous intercepter, et c'est le proxy qui va s'en prendre plein la figure plutôt que le site internet chez l'hébergeur. Donc vraiment, faites juste attention à ça, c'est le seul petit point à étudier quand on fait un scan avec CyberWatch. Néanmoins, si jamais ça vous pose problème, ce point-là, je rappelle que vous pouvez mettre des scanners complémentaires CyberWatch qu'on appelle des scanners satellites, que dans ce cas, vous pouvez mettre un scanner satellite en dehors de votre système d'information, par exemple dans le cloud, et que vous pouvez lancer des scans web depuis ce scanner satellite pour être tranquille. Donc, vous pouvez vraiment avoir plusieurs scanners CyberWatch qui coopèrent les uns les autres et avec une approche où vous n'aurez pas de blocage réseau pour lancer les scans. Et après, lors des scans, hop, je vous montre le tout, mais en fait, lorsque vous faites un scan avec CyberWatch, vous avez la possibilité de définir quel sera le scanner qui va lancer les actions, c'est la partie source. Donc, ça vous permet justement d'avoir une approche où vous avez plusieurs scanners CyberWatch comme ça. Et vous allez pouvoir dire, bah là, je vais lancer un scan sur tel hébergeur, mais comme je suis chez moi avec un proxy, je vais prendre le scanner qui est chez cet hébergeur. Alors, il y a une autre question sur peut-on installer le scanner satellite sur un VPS? Je vous confirme que oui. Donc, en fait, on peut déployer le scanner CyberWatch sur n'importe quelle machine qui respecte les prérequis. Et donc, les prérequis, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, on les trouve sur docs.cyberwatch.fr. Installation, et en fait, vous avez prérequis, et donc vous avez ici les éléments, et donc après, il faut voir si vous voulez avoir la configuration recommandée ou la configuration minimale, sachant que pour des scanners satellites, en général, la configuration minimale, elle suffira. Donc, j'espère que ça vous donne comme ça les informations aussi pour répondre à ça, et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter le support directement, il n'y a aucun souci. Ils vous répondront avec grand plaisir. Voilà un petit peu donc ce que l'on peut faire au niveau des scans de sites web. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions en plus pour ce webinaire? Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, simplement pour vous dire que, en fait, la fonctionnalité de scan de site web, pourquoi on a vraiment voulu en faire un webinaire aujourd'hui, c'est parce que réellement, c'est une fonctionnalité où on voit qu'il y a plein de clients qui s'en servent et qui sont contents, mais il y a aussi plein de clients qui, en fait, n'ont pas pensé à s'en servir. Moi, ce que je vous recommande simplement aujourd'hui, c'est à la limite, vous allez dans la partie scan de découverte, vous faites ajouter, vous faites un scan Certificate Transparency sur votre domaine principal, et derrière, vous lancez un scan de site web dessus. Donc, comment on fait? En fait, dès qu'on a les résultats, là, par exemple, si je vais sur le résultat pour framatome.com, je prends, par exemple, quelques sites internet et je fais, ici, action groupée, scanner comme cible réseau au site web. Et j'espère vraiment vous voir donc faire cette action. J'espère que vous allez pouvoir faire des scans de sites web donc prochainement. Regardez un petit peu les résultats et puis nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Si jamais en fait vous avez des questions et tout sur le sujet, on sera comme d'habitude à votre disposition pour vous aider à identifier le tout et à mieux analyser les résultats. Et surtout, en fait, on a des clients qui, quand ils lancent des scans de sites web, aiment bien nous demander en fait des recommandations sur quoi faire des résultats, puisque par exemple, quand on voit il y a un problème de certificat, il y a un problème par exemple de Cypher SSL TLS, comment on résout ça? Il y a déjà de la documentation embarquée dans le logiciel, je vous rassure, mais il y a certains clients qui aiment bien aussi nous passer un petit coup de fil pour nous demander aussi notre avis, et on vous donnera notre avis avec grand plaisir. Pour la partie scan de certificat, alors là, il y a une question donc, de Marine sur la partie scan de certificat. Je crois que j'ai pas de résultat directement là-dessus. Donc, je vais faire un petit test avec... alors, il faudrait que... En fait, simplement pour montrer le résultat. Hop. Hop. En fait, on va avoir... Hop, des résultats dans la partie Weak Encryption. En fait, ça va être dans la partie Weak Encryption ou alors Weak Transport Layer Security. C'est là-dedans, en fait, où il y aura la liste des éléments. Ah bah, si, voilà. Là, par exemple, j'ai un problème. Voilà. En fait, là, sur une application, donc une autre application de test, en fait, là, ça dit que j'ai activé le TLS version 1.0 et le 1.1 sur le port 443. Et du coup, là, il y a écrit qu'il faut désactiver les protocoles en question sur la cible. Donc là, en fait, en général, quand c'est ça, le mieux, c'est d'aller changer la configuration du Apache ou du Nginx et de dire, je désactive TLS 1.0, TLS 1.1, par exemple, sur mon serveur qui écoute en HTTPS. Et il y en a un autre ici où là, on donne un Cypher SSL TLS. Alors, en fait, ça, c'est des mots un petit peu barbares. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que c'est des configurations
des serveurs web qui permettent de rendre plus ou moins difficile une attaque informatique, pareil sur le port 443 là, en l'occurrence. Et en fait, en fonction des notes, en fonction de la configuration, on va avoir une note de sécurité qui est classiquement faite par un truc qui s'appelle SSL Labs, par exemple. Et donc, vous connaissez peut-être SSL Labs, mais en fait, c'est des outils qui sont utilisés dans les outils de notation cyber, notamment. Et donc, par exemple, si vous vous faites analyser par du BitSight ou équivalent, en fait, ça, c'est des choses qui font vraiment fluctuer votre note. Et donc, la recommandation, c'est dès que vous avez des choses qui apparaissent dans la liste et qui sont pas bons comme ça, et ben en fait, pensez à désactiver les ciphers en question parce que ça vous aidera à atteindre un meilleur score et donc avoir une meilleure note cyber. Et pareil, donc on indique quand les certificats ils expirent et tout, en fait, on indique la date d'expiration et tout, pareil dans les mêmes défauts de sécurité du coup. Alors, je vois qu'il y a peut-être une autre question. Donc, alors, il y a effectivement une autre question, c'est possible de limiter le scan web au port 443 et 80 et de ne pas scanner les autres ports? Oui, c'est possible. Alors, comment ça se passe? Il va falloir créer une politique d'analyse. Et en fait, dans la partie politique d'analyse, en fait, hop, on peut mettre soit une liste de ports qui nous convient, soit des ports exclus. Et donc, par exemple, si jamais, en fait, on met ici port 80,443, et bien en fait, ça va taper que sur la partie 80 et 443. Voilà. Et à l'inverse, en fait, si je m'en dis, je veux absolument pas taper sur le port, par exemple 9090, on peut laisser la valeur par défaut et taper 9090 ici. Ou alors, on peut être aussi dans une approche, c'est pas risqué, c'est une approche un peu plus joueuse, on va dire, voilà. Et on peut dire, j'autorise tous les ports, voilà. Et dans ce cas-là, ça va vraiment taper sur tous les ports qui seront accessibles. Par contre, ça prend aussi un peu plus de temps, forcément. Voilà. Eh bien, si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'espère que ce webinaire vous aura appris plein de choses. S'il y a d'autres questions, je reste en ligne de toute manière, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et donc, vous pouvez aller sur cyberwatch.fr aussi pour voir un petit peu tous les éléments. On va republier le tout via des articles de blog et également sur LinkedIn grâce à Audrey. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter avec grand plaisir. J'espère que vous avez appris des choses et j'espère surtout que vous lancerez des scans de sites web et que du coup, vous ne laisserez pas que les attaquants faire des scans de sites web et que maintenant, vous aussi, vous en lancerez pour voir un petit peu les mêmes types de résultats que. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur des salons ou en visio.